Le Sili cadet s'apprête à quitter Conakry. Les U17 doivent prendre part à la CAN des moins de 17 ans en Tanzanie. Retour tout à l'heure sur la cérémonie de remise du drapeau national. C'est l'heure des réformes au ministère de la Communication. Un vent de renouveau souffle au département. Certaines actions sont engagées comme l'amélioration des services publics de l'information. Et puis la pêche illicite, Conakry abrite une réunion sous-régionale. Les pays ouest-africains harmonisent leur position sur les sanctions à prendre. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République est arrivé ce matin à Dakar. Professeur Alpha Condé doit prendre part à la cérémonie d'investiture du président réélu Macky Sall. Commentaire, Sanassi Keita. Dakar, la capitale sénégalaise. Elle accueille plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que des personnalités venues des 4 coins du monde ce lundi 1er avril 2019. Et pour cause, prendre part à la cérémonie d'investiture du président réélu de la République du Sénégal, Macky Sall. C'est ce mardi 2 avril 2019 que le président réélu du Sénégal prêtera serment pour un nouveau mandat de 7 ans. Plusieurs personnalités ont déjà rallié la capitale Dakar pour prendre part à cette cérémonie d'investiture. Réélu pour conduire les destinées du pays au bout de son émergence, Macky Sall est aujourd'hui face à son destin et surtout devant un peuple impatient de voir l'achèvement des réalisations qui ont tant inspiré cet ancien ministre de l'Intérieur du président Abdoulaye Wade à vouloir briguer un deuxième mandat. À Conakry, le Sili cadet a reçu le drapeau national cet après-midi. L'équipe doit prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans en Tanzanie. La compétition aura lieu du 14 au 28 avril. Retour sur cet événement avec Adi Kamara. C'est la remise officielle du drapeau national au Sili cadet. C'est cette équipe qui est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations de football de sa catégorie en Tanzanie. Nous irons en Tanzanie pour revenir ici avec fierté, pour faire sourire toute la nation guinéenne, parce qu'on a mis à notre disposition un staff technique qui a vraiment bossé, qui nous a vraiment soutenus, ainsi que la fédération. Donc maintenant le travail est dans nos mains et nous aussi nous promettons de faire parler du football guinéen sur tout le plan africain. 8 pays prendront part à cette compétition, c'est du 14 au 28 avril 2019. Par ce geste, vous témoignerez de la confiance et de l'espérance que le peuple de Guinée et le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, place en ces jeunes sportifs. Chers sportifs, je voudrais vous exprimer mes sincères félicitations pour votre brillante qualification aux éliminatoires de Dakar. Réduit à 14, puis à 13, vous avez pu franchir le cap malien qui a toujours été notre obstacle. La Fédération guinéenne de football a engagé des réformes permettant d'assurer la performance de nos équipes nationales. Depuis 2015, la première disposition structurelle qui était devenue le passage obligé consistait à la professionnalisation intégrale de ce sport par la création de la Ligue guinéenne de football professionnel. Cette entité qui regroupe 28 clubs répartis en 2 groupes de 14 chacun de Ligue 1 et de Ligue 2 constitue la catégorie élite de nos structures sportives au sein de laquelle sont désignés sur la base de la performance les représentants de notre pays dans les compétitions africaines, Champions League, Coupe de la Confédération africaine de football. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana a saisi l'occasion pour prodiguer d'utiles conseils à ces jeunes footballeurs guinéens, conseils liés au fair play et à la détermination à vaincre les adversaires. Il n'y a rien, absolument rien qui vaille
la fierté de porter le couleur d'un peuple. Il n'y a rien, absolument rien qui équivaille l'honneur de représenter son pays dans une rencontre des nations. Donc vous portez la Guinée avec vous. Nous souhaitons que vous représentiez ce pays dans toute la plénitude de sa dignité, dans toute la grandeur de son honneur, pour que vous nous reveniez au-delà des succès sportifs auxquels nous nous attendons, que vous nous reveniez avec la satisfaction d'avoir réussi à porter au haut les couleurs nationales et à incarner ces couleurs dans toutes les vertus humaines et morales qu'elles incarnent. Au nom du gouvernement de la République, je vous remets les couleurs nationales pour représenter. L'équipe bouge cette nuit pour la Tanzanie. Dans sa poule, il y a le Maroc, le Sénégal et le Cameroun. C'est compte de la 17e édition de la CAN cadette. À Dubaï, les premières dames d'Afrique se retrouvent pour aborder la problématique de l'infertilité. Adjadjene Kondé prend part à ces travaux où elle expose l'approche guinéenne sur la résolution de ce problème de santé. Maurice Sidibé. Dubaï, une ville des Émirats Arabes Unis. C'est ici que les premières dames venus de 15 pays francophones et anglophones se sont donné rendez-vous sur invitation de la Fondation Merck. L'infertilité féminine est au menu de ce panel. Ces premières dames partagent les expériences afin de briser la stigmatisation liée à l'infertilité des femmes sur le continent. Les femmes infertiles sont stigmatisées dans leur foyer. Elles sont abandonnées, elles sont traitées de sorcières de tout par leur famille. Nous sommes là donc pour chercher des solutions avec la grande fondation Merck qui veut mettre en lumière la souffrance de ces femmes en les aidant de diverses façons, soit dans les traitements afin qu'elles arrivent à donner la vie, ou celles qui ont dépassé l'âge et qui sont dans diverses difficultés, leur donner un fonds, un capital, une formation, qu'elles soient donc autonomes. 21 pays bénéficient des bourses d'études sur les cancers féminins et 30 pays en infertilité dont la Guinée. Un accompagnement qui va aider les différents pays africains à réduire le taux de l'infertilité. En Guinée, j'ai expliqué ce que la Fondation PROSMI a mis en place. Grâce à Merck, nous avons eu 4 bourses pour les médecins gynécologues en Inde et des médecins en oncologie. Normalement, c'est 11 places qui nous a été attribuées et je pense que les autres vont suivre. Ces premières dames se sont engagées à combattre la souffrance vécue au quotidien par les femmes africaines victimes de l'infertilité en misant sur l'éducation et l'autonomisation par le biais des activités génératrices de revenus. Un engagement pris lors de la dernière édition de la rencontre entre la Fondation Merck et les premières dames d'Afrique. La surveillance des épidémies, une nouvelle approche va être expérimentée en Guinée. Koya et de Breka seront les zones pilotes. Le projet est porté par le ministère de la Santé en partenariat avec l'UNICEF. Sur Udekera, Samaratolno. Rendre effective la surveillance épidémiologique selon l'approche One Health est l'ambition du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Pour y parvenir, l'une des stratégies envisagées est l'installation des plateformes communautaires multisectorielles. Issus des secteurs de la santé, de l'élevage et de l'environnement, ces acteurs apprennent les notions essentielles sur la coordination des activités de surveillance et de riposte aux maladies à potentiel épidémique. On a 3 objectifs essentiels. D'abord, il faut faire en sorte que les agents communautaires de santé, les acteurs de l'environnement et de l'élevage soient formés sur les concepts clés, sur les notions essentielles. Je crois que c'est ce que nous avons fait partout où nous sommes passés. Et au-delà de ça, nous avons procédé à la mise en place de la plateforme elle-même, qu'elle soit préfectorale ou sous-préfectorale. Nous avons, n'est-ce pas, procédé à la mise en place. Mais derrière tous ces
deux objectifs, n'est-ce pas, qui sont prioritaires. Il y a un autre objectif pour nous qui n'est pas à négliger, c'est celui de l'engagement communautaire. Parce que ces agents communautaires, ces acteurs de l'environnement et de l'élevage vont travailler exclusivement pour cette communauté. Koya et Dubreka sont les deux sites pilotes pour l'approche One Health, une seule santé en Guinée. Dans chacun des deux districts sanitaires, des plateformes sont installées dans la commune urbaine et les sous-préfectures. Les gens ont rappelé que face à la discussion des pratiquants tel que s'est passé le comportement des uns et des autres, si cette plateforme-là était installée, il n'allait pas voir tout cela parce que c'était un espace où toute la communauté est représentée. Donc ça allait permettre, n'est-ce pas, la bonne diffusion de la bonne nouvelle au sein de la communauté. Appelés à travailler de concert dans cette nouvelle approche multisectorielle et multidisciplinaire, les agents se déploient avec engagement. Elle m'a apporté de nouvelles idées que je n'ai jamais vues. Donc collaborer avec des services différents, vraiment que j'ai vu ici, qui peut m'apporter beaucoup d'expérience. Ça m'a donné une nouvelle idée encore dans mon service. Le processus sera étendu à tous les districts sanitaires du pays. L'objectif est de permettre à la Guinée de se hisser au rang des premiers pays performants de la sous-région dans l'appropriation des notions fondamentales de l'approche une seule santé. Dans les titres, ce vent de renouveau qui souffle au département de la communication. Avec nous sur ce plateau, le ministre Amara Somparé. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Alia. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci. Vous avez engagé des réformes pour améliorer le service public de l'information. Cela passe aussi par les infrastructures. On va suivre avec vous ce reportage de Mamadou Saliouba. Sur ce pylône de 120 mètres est ici l'émetteur de la radiodiffusion-télévision nationale. Il surplombe la station de diffusion dotée d'équipements modernes. Le système retransmet en continu les programmes de la radio-télévision nationale. Une chaîne publique à mutation pour se conformer à l'ère du temps. Aujourd'hui, ces programmes sont accessibles sur la toile avec des applications ouvertes sur tous les écrans. La radio-télévision nationale est engagée dans la migration vers le numérique. Avant, on produisait à Koloma, à radio et à télévision. On faisait ça à Koloma. La diffusion se faisait à Boulbinet. À Boulbinet, il y a une distance de 15 km, de 13 à 15 km de Koloma. Donc la diffusion, le transport des signaux de la radio et de la télévision de Koloma jusqu'à Boulbinet posait assez de problèmes. Le transport se faisait à travers le faisceau ou faisceau hertzien. Avec la mise en service de nouveaux centres de diffusion numérique de Koloma, les difficultés là ne sont que de mauvais souvenirs. Tout comme la chaîne mère, les autres services du ministère de l'Information et de la Communication sont aussi concernés par les réformes. La radio rurale, avec ses 34 stations de proximité, diffuse des programmes axés sur le développement économique et social de l'arrière-pays. L'agence guinéenne de presse, avec son réseau d'agenciers, relaie au quotidien les informations du pays profond vers le niveau central. À ce jour, le grossiste de l'information nationale est logé dans des locaux modernes. Monsieur Amara Somparé, quand il est arrivé, il a fait le tour des différents services relevant du ministère de la communication, donc relevant de sa tutelle. À son arrivée à l'agence guinéenne de presse, il a été vraiment motivé d'apporter un changement, un bon qualitatif. Donc les négociations ont commencé avec le patrimoine bâti. Heureuse coïncidence, le chef de l'État lui-même avait demandé que les départements, que les services publics puissent être bien logés et pour éviter l'évasion fiscale. Et l'AGP aussi, il va s'installer à la cité chemin de fer à l'immeuble Bokeh où nous avons pu avoir 7 bureaux. Je rappelle que dans les réformes institutionnelles également, le ministre a accepté que nous ayons le statut de PA. Les réformes du ministère de l'Information et de la Communication touchent tous les services du département.
L'Office guinéen de publicité dispose désormais d'un bon cadre de travail. La structure est implantée dans toutes les grandes villes du pays. Grâce à sa restructuration, l'OGP améliore sa capacité de mobilisation des recettes en faveur du trésor public. Avec les redevances versées aux communes, l'Office guinéen de publicité contribue au développement des collectivités. Aujourd'hui, le gestionnaire de la publicité guinéenne est engagé dans la numérisation de ses services. Depuis longtemps, depuis 4 ans, 5 ans, l'OGP n'a jamais reversé, par exemple, un centime aux collectivités. D'ailleurs, ça a été la première mission du directeur général quand il est venu comme directeur de l'OGP, c'était d'aller envers, disons, les collectivités pour les rassurer que dorénavant, leurs redevances seront reversées. Et en mois de décembre, les premiers chèques ont été déposés au niveau des collectivités. D'accord? C'est très rassurant, ce n'est pas assez, nous allons continuer à travailler. Nous parlons de la publicité numérique maintenant, les poteaux numériques. Bientôt, nous avons même commencé le travail, va essayer d'aller chercher des redevances au niveau même des plateformes numériques. Les réformes déclenchées au département de l'information et de la communication devraient aboutir à la relance du quotidien national Oroya et la RTG Boulbiné. Des médias de service public confrontés à un manque d'équipement. Retour sur ce plateau avec le ministre de l'Information et de la Communication. Vous avez suivi avec nous ce reportage de Mamadou Salouba, monsieur le ministre. Il est clairement question de réforme. Il y en a une que vous caressez particulièrement, le passage de l'analogique au numérique. Aujourd'hui, on en est où dans cette transition? Écoutez, c'est une réforme qui avance à un rythme satisfaisant. Lorsque j'ai pris fonction, malheureusement, un certain nombre de documents a été sollicités de la partie guinéenne et j'ai fait en sorte de mettre tous les services du ministère à contribution pour que très rapidement, avec le partenaire technique chinois, nous puissions soumettre à la Banque Exim de Chine l'ensemble des documents qui étaient sollicités, c'est-à-dire l'étude de marché actualisée. Il y avait aussi un certain nombre d'informations techniques concernant le projet que nous avons tous transmis à Beijing. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'attente d'un retour de la Banque Exim de Chine pour entamer les discussions sur l'accord de financement. Le projet est donc en bonne voie? Le projet est en très bonne voie et c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'à l'intérieur de ce projet, nous avons pu inscrire la rénovation complète de la RTG Boulbiné, la station de radio qui va être maintenant la seconde chaîne, la chaîne de proximité, la chaîne régionale. Donc c'est un défi personnel pour moi de vraiment conduire cette opération à son terme. Autre défi peut-être que vous aurez, c'est peut-être ce problème de rééquipement des médias publics pour qu'ils puissent tenir la compétitivité avec le privé. Il est vrai que l'environnement de la télévision publique en Guinée a beaucoup changé. Il y a 20 ou 30 ans en arrière, il n'y avait pratiquement pas de concurrence. Aujourd'hui, on a de nombreuses chaînes de télé privées qui compétissent avec la RTG. Malheureusement, l'audiovisuel public en Guinée n'est pas financé. Contrairement aux différents pays de la sous-région où il existe des redevances qui financent l'audiovisuel public, en Guinée, il n'y a aucun mécanisme pérenne de financement de la télévision publique. Donc j'ai demandé à un cabinet d'avocats de procéder à la rédaction d'une loi portant redevance sur l'audiovisuel public que nous allons très bientôt discuter en Conseil des ministres et ensuite transmettre à l'Assemblée nationale pour nous donner les ressources suffisantes pour moderniser les équipements dont vous disposez ici et améliorer les conditions de travail. Et ça commence à s'améliorer avec... oui, je suis très content d'inaugurer avec vous ce plateau. Vous rentrerez dans l'histoire, M. Ali Akamara, pour avoir été le premier présentateur de ce nouveau plateau qui, bien entendu, est le témoignage concret de la volonté de transformation complète que nous voulons engager au sein de ce département. En tout cas, c'est l'occasion de vous dire merci, Monsieur le ministre, pour ça. 9 mois... Ça fait 9 mois que vous êtes à la tête de ce département, le temps ça passe vite. Quels sont les grands axes auxquels vous vous attelez?
Principalement, ils sont de deux ordres. Le premier axe de réforme, il s'agit de réforme institutionnelle, c'est-à-dire le renforcement du cadre institutionnel du ministère à travers, comme je l'ai dit tantôt, la rédaction d'une loi sur la redevance télé, la fin de la dichotomie qui existait entre la RTG Boulbiné et la RTG Coloma, qui créait une sorte de compétition malsaine à l'intérieur de la même maison. Aujourd'hui, grâce à l'accompagnement du chef de l'État, nous avons pu unifier ces deux équipes et en faire une seule direction générale. Nous sommes aussi en train de travailler avec l'OGP sur une loi sur la publicité, parce que la Guinée est l'un des rares pays qui n'a pas de code de la publicité, qui n'a aucune réglementation qui définit le rôle des différents intervenants dans le secteur de la publicité. Donc tous ces chantiers sont déjà ouverts. Nous sommes très avancés sur la rédaction de ces différents textes et je pense que très bientôt nous allons les soumettre aux discussions, au débat du Conseil des ministres. Ensuite, sur le plan des infrastructures, nous avons procédé au lancement des travaux de rénovation du siège du département en ville, à Boulbiné. Nous avons également pu déployer l'ensemble des émetteurs qui avaient été achetés par le président de la République pour les préfectures qui jusqu'à présent étaient complètement coupées de la télévision nationale. Et nous avons également pu faire déménager l'AGP, comme vous l'avez vu, parce que l'AGP était dans des locaux insalubres dans lesquels, franchement, on ne pouvait pas du tout travailler. Et aujourd'hui, vous avez aussi le plateau du JT, spécialement remis à neuf. Et on va parler de l'Institut national de l'audiovisuel. Un décret vient de l'instituer récemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire réellement à ce sujet? Qu'est-ce que cet institut-là va apporter concrètement? Alors, j'ai constaté à mon arrivée au département qu'on avait un sérieux problème en ce qui concerne la gestion de nos archives audiovisuelles. Donc l'Institut national de l'audiovisuel, un peu à l'instar de l'INA en France, va être un établissement public à caractère administratif qui va se charger de rechercher et d'identifier nos archives, de les numériser et de les stocker. Mais en plus de cela, il a aussi pour vocation de numériser et d'archiver les contenus audiovisuels qui seront produits par les télévisions et les radios privées, sur leur demande bien entendu. L'INA sera également un centre de formation qui va permettre aux journalistes, aux techniciens de la télévision et de la radio de pouvoir en permanence renforcer leurs capacités. Et pour cela, nous allons signer un protocole d'accord avec l'INA de France pour que la coopération technique soit puisse renforcer. Alors, monsieur le ministre, je m'en voudrais de vous laisser repartir sans vous poser une question, celle relative à notre confrère Lansana Camara, qui est incarcéré depuis plusieurs jours maintenant pour, entre guillemets, diffamation. Aujourd'hui, demain, les médias, certains médias projettent, certains hommes de presse projettent une marche pacifique. Vous avez suivi cette actualité. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Tout d'abord, je voudrais rappeler mon attachement à la liberté de la presse et surtout au principe de dépénalisation des délits de presse qui, pour ma part, ne doit pas être remis en cause. Il est extrêmement regrettable de constater qu'un journaliste ait pu être incarcéré pour des propos qu'il aurait tenus ou relayés. La présidente de la Haute Autorité de la Communication et le département de la communication sont en train de déployer tous les efforts possibles pour essayer de trouver une issue heureuse et favorable à ce malheureux incident. Parce que c'est des choses que l'on ne devrait pas constater dans notre pays à ce jour. Mais nous y travaillons activement. J'ai reçu aujourd'hui même le secrétaire général du syndicat de la presse privée, avec lequel j'ai longuement échangé sur le sujet. Monsieur le ministre, merci d'être passé dans cette émission. L'actualité nationale encore, les travaux publics au Fouta avec la réhabilitation des voiries urbaines de Dalaba, Pita et Labé, une initiative du gouvernement pour faciliter la circulation des citoyens et leurs biens. Reportage d'Aouda Tabansila. Sous l'air pur des sapins de la berge du fleuve Kokulo, la ville de Dalaba. Ici, depuis l'indépendance, certaines ruelles n'ont plus reçu de couches de goudron. Ces travaux de réhabilitation et de reconstruction viennent redonner vie à ces anciens bitumes qui faisaient autrefois la beauté de cette ville au climat agréable. De Dalaba, nous voici à Pita.
Dans cette ville, les travaux de reconstruction et de réhabilitation des voiries urbaines avancent à grands pas. Sur les 13 km à réhabiliter en faveur de la préfecture, plusieurs axes sont déjà à la phase de sablage. Une initiative présidentielle que les citoyens de la localité, bénéficiaires directs du projet, apprécient. Particulièrement moi, Djamara Moumouni, je suis satisfait du gouvernement Alpha Condé. Tôt ou tard, un peu seulement, la poussière là-bas va finir chez nous ici. Nous sommes tous contents. Ce développement à la base passe obligatoirement par les routes, les voies de communication. Donc c'est un ouf de soulagement pour l'ensemble des populations de la préfecture de Pita, particulièrement celle de la commune urbaine. À 45 km de Pita, la ville de Labé, les autorités et les citoyens sont séduits par la qualité et l'évolution des travaux. Cependant, une doléance reste tout de même posée. Nous souhaitons vraiment que ce projet soit étendu parce qu'il faut rappeler que la commune de Labé compte 28 quartiers. Donc répartir 15 km entre 28 quartiers, ce n'est pas chose facile. Pour la société contractante, le délai d'exécution des travaux ne connaîtra aucune entrave. Elle entend activer les machines, surtout avant les grandes pluies attendues dans quelques mois. Nous avons commencé par un dégagement de quasiment toutes les lignes qui ont été approuvées par l'administration, les autorités locales et bien sûr les représentants, les élus locaux. Nous avons fait des ouvertures sur l'ensemble et mettre la priorité sur les lignes les lignes les plus sollicitées. Nous avons commencé les travaux de construction de chaussées. Comme vous pouvez le constater, sur la ligne 2, où nous sommes vraiment avancés, les travaux d'imprégnation sont faits, qui attendent le bitumage qui aura lieu la semaine prochaine pour permettre la libération de cette voie. En plus de son facteur de désenclavement des voiries urbaines de Dalaba, Pita et Labé, ce projet de réhabilitation et de reconstruction constitue aussi une source de création d'emplois. Pour ces trois villes, 138 emplois directs et 64 indirects ont été créés. Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois sous le financement du budget national de développement, BND. Une loi pour renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux. La Guinée veut apporter une réponse forte à ce phénomène qui prend de l'ampleur. C'est l'information principale issue d'une réunion qui vient de se tenir à Conakry. Mohamed Sankon. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme se renforce. Les professionnels de la justice se joignent à la CENTIF, cellule nationale de traitement des informations financières. Le dispositif est relevé par la création de l'Agence nationale de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. La loi 010 relative au blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est en vulgarisation sur le continent. Tous les États africains ont renforcé leurs capacités grâce au projet Samoa pour faire de la lutte contre le blanchiment d'argent une priorité. Si le notaire reçoit une tierce personne pour acter une opération financière dont il a vraiment un soupçon, il a obligation de déclarer à la CENTIF ce soupçon. Qu'est-ce que la CENTIF va faire? La CENTIF va justement approfondir les renseignements. Si les faits sont avérés, la CENTIF va faire un rapport pour adresser au procureur de la République. Des dispositions sont prises pour juguler le fléau par la coordination du travail des services publics comme les finances, la sécurité, la justice et les banques. Il faut que les ateliers soient accompagnés d'une volonté politique et c'est cette volonté politique qui va nous aider à accomplir nos actions. On commence à mettre des fonds à notre disposition pour nous permettre d'organiser des ateliers au niveau des régions même. CENTIF Guinée va impliquer tous les acteurs concernés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une rencontre régionale prévue au mois de mai prochain ici à Conakry balisera le chemin pour les prochaines années. La lutte contre la pêche illicite, Conakry abrite une rencontre sous-régionale. Il est question pour les pays participants d'harmoniser les positions contre ce fléau. Al-Gassi Bouba. La réglementation de la pêche dans la sous-région est un long fleuve agité. En dépit des accords, des failles permettent à des bateaux industriels de racler illégalement le fond de nos eaux. À Conakry, il est question de resserrer les mailles des filets par des textes actualisés et complets.
Quand quelqu'un sort en Europe, en Asie, en Amérique pour venir pêcher chez nous, parce qu'effectivement il a des intérêts. Donc il faut que les pays, les États membres du CCRP renforcent leur capacité de négociation des accords de paix pour tenir en compte les intérêts nationaux. Cette rencontre de 2 jours est aussi un espace d'échange d'expériences des experts de la pêche venus des 7 pays de la sous-région. Les acteurs sont au même niveau d'information pour gestion harmonisée et durable des ressources halieutiques. Si les gens ne sont pas outillés, si les gens ne sont pas formés, ne sont pas informés sur les principes de négociation, sur les arguments, très souvent, à quoi nous assistons à des protocoles qui sont en notre défaveur. Donc aujourd'hui, les 7 pays ont compris qu'il faut qu'ils se rencontrent pour faire des échanges d'expériences et surtout nous, la Guinée, aujourd'hui. Nous avons amorcé la négociation pour l'accord de pêche avec un partenaire important qui est l'Union européenne. Donc cet atelier va nous aider énormément, va nous outiller pour aller vers l'Union européenne pour les négociations sur les accords de pêche. À Conakry, des recommandations en rapport avec l'exploitation dans les limites environnementales sont en élaboration. À présent, le reste de l'actualité nationale traitée sous forme de télégramme. Guinée en bref, c'est avec Mabintila Issouma. Le secteur de l'élevage occupe une place de choix dans le développement socio-économique du pays. Pour mieux renforcer les performances de ce secteur clé et dynamiser la production et la commercialisation, le ministère de l'élevage a initié depuis 2017 un processus de restructuration des organisations professionnelles des éleveurs en filière à l'échelle nationale. Il s'agit des filières bétail, viande avicole, apicole, lait et porcicole. Nous attendons de ces membres d'abord une cohésion, une synergie d'action sur le terrain. C'est l'élément fondamental pour le développement d'un pays. Donc je leur ai dit, arriver, d'abord ils représentent des entités sociales différentes, arriver une fois qu'ils se retournent à leur base, il faut qu'ils se donnent le main. Après une dizaine de jours d'échanges, le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle peut désormais compter sur ses conseillers pour valoriser le capital humain du continent. L'approche par les compétences niveau D est l'option voulue pour relever ce défi. Les enjeux, les concepts, les processus, les outils relatifs à cette méthodologie sont passés en revue pendant cette assise de Conakry. La question de la formation professionnelle doit demeurer au cœur des préoccupations des États et mérite une attention soutenue parce que permettant l'insertion professionnelle, sociale et économique des jeunes, souvent tentés par l'aventure pour la recherche du mieux-être et du travail. L'association Africa Magie Moderne Internationale a organisé une conférence ce week-end à Conakry. Objectif, sensibiliser, informer et former la population sur les méfaits de la magie. Le professeur Mamadou Babounian a énuméré les différentes sortes de magie, démystifié les mauvaises pratiques dans ce domaine et éclairé la lanterne du public sur le traitement de certaines maladies. Ces projets en Guinée, c'est de vulgariser la connaissance africaine, qui dépend de nous-mêmes, qui dépend de nos ancêtres. Ce que nos ancêtres nous ont enseigné et que nous avons pris un peu l'habitude de délaisser au profit d'autres civilisations. C'est de pouvoir le vulgariser, de pouvoir le transmettre à nos enfants dans un proche avenir. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, l'artiste André Flamy Lelano offre un spectacle. La soirée a débuté par une scène de percussion. Puis arrive le maître des mots, offrant plusieurs titres de slam à l'honneur de la Guinéenne. Au-delà de l'aspect festif, chaque année on a décidé de mettre un échantillon de femmes en valeur, des femmes qui se battent au jour le jour pour créer de l'émulation, pour inspirer d'autres femmes. C'est pourquoi pour cette 5e édition, on a décidé de clôturer le mois de la femme en organisant cette soirée, en distinguant d'autres femmes, parce que chaque femme a une histoire. Et les femmes guinéennes écrivent l'histoire de la Guinée de par leur manière de parler, leur combat dans les ménages ou bien dans le secteur privé ou public.
Une mobilisation politique à Koya. Plusieurs cadres du pays étaient invités par des jeunes et femmes de la localité. Au menu de la rencontre, un partage d'informations sur l'actualité politique du pays. Mangué Dantouma-Souma. Ils sont acteurs de la société civile, artistes, fonctionnaires, groupements et coopératives de cette préfecture venus répondre à l'appel de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel. À travers cette manifestation de soutien, ces populations expriment leur reconnaissance à l'endroit du président de la République pour les acquis réalisés dans le cadre du développement de la préfecture de Koya. Au vu de tous les acquis dont nous bénéficions et continuons à bénéficier, nous nous engageons à suivre le programme de projet de développement du professeur Alpha Condé pour notre bien-être commun. Nous vous remercions au nom du président de la République, son excellence le professeur Alpha Condé. Nous avons vu la mobilisation. C'est une monstrueuse mobilisation. Mais je suis venu voir aujourd'hui la réalité. Ceux qui pensent ainsi se trompent. Il faut un rêve. Koya reste mobilisé pour le RPG Arc-en-Ciel. De Manéa à Kouria, en passant par Wankifon et la commune urbaine, responsables, militants et sympathisants du parti présidentiel réitèrent leur soutien aux idéaux de changement entrepris par le gouvernement dans le but de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Il nous a dit le changement et nous vivons dans ce changement. Aujourd'hui, Dieu merci. Le kilomètre 36 à Koya, je pense être dans la 6e commune de Conakry. Les actions d'électricité, de la route ne sont plus des problèmes. La prestation des artistes et des ensembles culturels à travers des chants et danses a mis fin à cette manifestation. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.